Peu de gens savent que la dernière épouse d'Henri VIII, Catherine Parr, cachait un secret dévastateur, un secret si choquant qu'il a failli lui coûter la vie par exécution. Terrifiée à l'idée de subir le même sort que les épouses qui l'avaient précédée, Catherine s'est sauvée grâce à une astuce brillante. Nous y reviendrons plus tard. Pour une femme dans l'Angleterre des Tudors, Catherine Parr a eu une vie véritablement unique. Avec 4 maris à son actif, elle est considérée comme la reine la plus mariée du pays. En ce sens, Henri VIII, qui s'est marié 6 fois, a trouvé son égal en la rencontrant. Catherine a été élevée comme l'aînée d'une mère célibataire redoutable. Maud Green, femme d'une grande intelligence, Maud avait été chargée par la reine de gérer l'école de la cour. Tout comme sa mère, Catherine était extrêmement brillante. Elle avait une passion pour les langues et parlait couramment le français, le latin et l'italien. Devenue reine, elle a également pris le temps d'apprendre l'espagnol et a fini par écrire le premier livre jamais publié par une femme en langue anglaise. Vraiment impressionnant. Quand Catherine n'était qu'une jeune fille, elle a fait une prédiction étrange sur son avenir. L'histoire raconte que, enfant, elle détestait la monotonie de la couture et disait à sa mère « Mes mains sont destinées à toucher des couronnes et des sceptres, non des aiguilles et des fuseaux. » À l'âge de 17 ans, Catherine s'est mariée pour la première fois, mais cette union était vouée à une fin tragique. Il s'appelait Sir Edward Berg, et cela aurait dû être une romance de conte de fées. Il était d'un âge approprié, heureusement, issu d'une famille riche et chevalier. Mais malheureusement, il était en très mauvaise santé. Et il est décédé seulement 4 ans après leur mariage. À 21 ans, Catherine était une jeune veuve sans enfant, contrainte de tout recommencer. À peine un an plus tard, elle épousa John Neville, 3e baron Latimer, en 1534. Comme son premier mari, celui-ci était riche et 2 fois plus âgé qu'elle, ce qui correspond mieux à l'image de la jeune veuve associée à Catherine. Mais ce mariage l'a mise en grand danger. Pendant les soulèvements du Nord de 1536, Catherine et les beaux enfants de son second mari furent pris en otage. Les rebelles informèrent Lord Latimer qu'il devait rentrer chez lui, sinon il tuerait Catherine et ses enfants. Latimer parvint à persuader les rebelles de les libérer. Bien que leur retour fût un miracle, leur libération facile rendit beaucoup de gens suspicieux, y compris le roi lui-même. Catherine était-elle vraiment une victime ou une complice des rebelles du Nord? Des accusations tardives furent portées contre Lord Latimer, causant des dommages irréparables à sa réputation, et la famille s'échappa vers le sud pour éviter le jugement de leur père. Peu après, Lord Latimer tomba malade. Il finit par décéder en 1543, et Catherine se retrouva une fois de plus veuve sans enfant. Mais sa situation était un peu différente cette fois. À 31 ans, elle était enfin assez riche pour se marier selon ses propres termes, et heureusement, elle avait d'excellentes relations pour se réintégrer dans les bons cercles sociaux. Voyez-vous, sa mère avait été amie avec la première épouse d'Henri VIII, Catherine d'Aragon. De plus, quand Catherine était plus jeune, elle avait été la meilleure amie de la fille aînée, d'Henri, Mary Tudor. C'est en fréquentant les cercles sociaux de Mary que Catherine attira l'attention d'Henri VIII. Cela a dû créer une situation très gênante, étant donné qu'elle n'avait que 4 ans de plus que Mary, et qu'elle avait même rencontré Henri quand elle n'était qu'une enfant. Mais bien sûr, cela n'a pas empêché le roi de la remarquer, et il aimait ce qu'il voyait. Après tout, Catherine se distinguait à bien des égards. Elle avait des yeux noisettes brillants et une grande taille. Selon certaines sources, elle mesurait jusqu'à 1,68 m, ce qui était très grand pour une femme dans l'Angleterre des Tudors. Étant lui-même très grand,
Peut-être Henri aimait-il l'idée de enfin voir une compagne à sa hauteur. Mais le roi n'était pas le seul homme intéressé par elle. Le frère de la troisième épouse d'Henri, Thomas Seymour, était aussi un sérieux prétendant à son cœur. En fait, Catherine était profondément amoureuse de lui et avait entamé des discussions très sérieuses au sujet du mariage. Cela mit Henri en rage, car il voulait Catherine pour lui et ne supportait pas l'idée de perdre face à un autre homme. Ainsi, lorsqu'il lui demanda de devenir sa sixième épouse, Catherine se retrouva dans une position terrifiante. Bien que Catherine considérât Thomas Seymour comme l'amour de sa vie, on lui fit comprendre que refuser le roi comme mari équivalait à défier la volonté de Dieu. Seymour était, selon tous les témoignages, séduisant, charmant et à peu près du même âge que Jésus-Christ que Catherine. D'un autre côté, Henri n'avait plus vraiment ses qualités à ce moment-là, mais ses autres attributs devaient être difficiles à refuser. Pour Catherine, le choix rationnel l'emporta sur le choix passionné, mais une lettre où elle rejette finalement Seymour nous révèle ses véritables préférences. Elle écrivit « Mon esprit était entièrement décidé à vous épouser avant tout autre homme que je connaissais. Mais Dieu a rendu cela impossible, ce qui me semblait être le plus impossible. » Malgré le fait que son ministre faisait chanter son mari, Henri VIII avait des projets pour Catherine Parr, avant même le décès de son second mari. Il lui envoyait des cadeaux de plis et de manches, ainsi que des robes italiennes élégantes. À ce moment-là, le roi était assez âgé, mais toujours très déterminé à obtenir ce qu'il voulait. Ils se marièrent le 12 juillet 1542, seulement 4 mois après la mort de son second mari. Catherine devint la première reine d'Angleterre à porter également le titre de reine d'Irlande. Henri venait d'adopter le titre de roi d'Irlande. Bien que Catherine Parr fût la dernière épouse d'Henri VIII, une autre épouse survivante rôdait encore. Catherine de Clèves, épouse numéro 4. Elle était vivante, bien considérée, et résidait toujours en Angleterre. Mais elle détestait Catherine. Alors qu'Anne s'entendait avec l'épouse numéro 5, Catherine Howard, qui l'avait étrangement supplantée, elle ne pensait pas grand-chose de l'épouse numéro 6. Apparemment, Anne trouvait que Catherine n'était pas assez jolie pour la remplacer, et elle fit connaître ses sentiments, disant « Quel bel oiseau Madame Catherine s'est-elle arrogée !» Mais clairement, Catherine prêta peu d'attention à cette insulte. Contrairement à Anne, elle se révéla être une infirmière habile pour le corps et l'esprit d'Henri. Non seulement elle soignait et pansait elle-même ses ulcères à la jambe, mais elle le convainquit également d'abandonner sa vanité et d'adopter des lunettes de lecture. Ce n'était pas une mince affaire pour l'épouse d'un roi capricieux. L'écusson officiel de Catherine arborait une jeune fille aux longs cheveux émergeant d'une grande rose Tudor. Sa devise officielle de reine était « Être utile dans tout ce que je fais ». Mais en tant que reine, ses sympathies protestantes étaient évidentes. Non seulement elle obtint la libération de plusieurs prisonniers protestants, mais elle plaça également des érudits protestants de premier plan dans la maison de son beau-fils, le prince Édouard, assurant ainsi un avenir aux réformateurs. Mais ces jeux de pouvoir auront des conséquences très sombres par la suite. Bien que le mariage de Catherine et Henri fût assez solide, ceux de sa cour étaient habitués à changer les choses régulièrement. Qu'en était-il de la succession d'épouses qui l'avaient précédée? En 1546, un complot échoua pour la remplacer par une nouvelle reine, la propre belle-fille du roi, Mary Howard, récemment veuve. Mais d'autres plans sombres se tramaient. Le frère de Mary avait d'autres projets pour elle. Il voulait qu'elle épouse Thomas Seymour, l'ex de Catherine Parr, et de là qu'elle devienne la maîtresse du roi Henri. Quelle situation compliquée! Heureusement pour Catherine, elle était très appréciée, surtout par ses propres beaux enfants.
En fait, la future Élisabeth Ier d'Angleterre était la belle-fille dont Catherine était la plus proche, car elles partageaient toutes deux un amour de l'apprentissage et des langues. À 11 ans, Élisabeth offrit à son père et à sa belle-mère une traduction des prières ou méditations de Catherine en français, italien et latin. Catherine prit également en charge le bien-être d'Élisabeth après la mort d'Henri. Catherine réussit à réunir la famille royale d'Henri, si pleine de tensions. Le seul fils survivant du roi, le prince Édouard, s'enticha de sa dernière belle-mère. Lorsqu'il n'avait que 9 ans, il l'encouragea dans ses efforts pour améliorer son propre latin et lui demanda de tenir sa sœur catholique, Mary, éloignée des mauvaises influences. On pense généralement que Catherine eut une influence majeure sur les inclinations et apprentissages protestants d'Édouard et d'Élisabeth Tudor. Avant qu'Henri VIII ne décède en 1547, il prit de nombreuses dispositions pour l'avenir de Catherine. Parmi elles, un décret stipulant qu'elle devrait prendre la garde de sa plus jeune fille, Élisabeth Tudor, alors âgée de 13 ans. Elle prit également sous son aile une autre jeune fille savante, la future reine des 9 jours, Lady Jane Grey. Sans le savoir, Catherine mentora 2 reines d'Angleterre. En 1547, Henri VIII était enfin sur son lit de mort, et son dernier hommage à Catherine Parr fut déchirant. Henri remercia Dieu de lui avoir enfin donné une épouse si fidèle. Il montra sa gratitude en lui léguant une pension de 7000 livres par an, soit des millions de dollars par an en argent d'aujourd'hui, ainsi que le droit de conserver tous les bijoux et vêtements de la reine. Il mourut donc en ressentant une immense gratitude envers elle. Le 28 janvier 1547, Henri décéda officiellement, laissant Catherine en tant que reine douairière. Elle était bien sûr censée prendre soin de sa fille Élisabeth et, vraisemblablement, rester proche de son cher beau-fils Édouard, mais une décision scandaleuse déchira la famille à jamais. Catherine n'eut aucun rôle dans le règne de son cher beau-fils, en partie parce qu'elle épousa scandaleusement son véritable amour, Thomas Seymour, moins de 4 mois après la mort d'Henri. Après tout, le roi n'était pas du genre à attendre entre ses mariages. Alors, pourquoi le devrait-elle? À l'âge de 35 ans, Catherine tomba enceinte pour la première fois connue. Elle n'avait jamais pu tomber enceinte lors de ses 3 premiers mariages, ce qui dut être une surprise bienvenue. On pourrait penser qu'elle serait heureuse. Après tout, elle avait enfin un bébé avec l'amour de sa vie. Mais à ce stade, son union de conte de fées avec Thomas s'était transformée en un cauchemar vivant de la pire espèce. Après avoir emménagé avec Catherine, Thomas commença à montrer son vrai visage. Il s'avéra qu'il était un véritable pervers. Il ne fallut pas longtemps pour qu'il devienne inapproprié avec la jeune belle-fille de Catherine, Élisabeth Tudor. Apparemment, Thomas surprenait la jeune fille au lit à des heures indues pour des jeux turbulents, et tenta même de l'embrasser. Au début, Catherine écarta son attention comme innocente. Comme pour démontrer son absence de malice, elle participait parfois au jeu, aidant à maintenir Élisabeth pendant que Thomas la chatouillait. Aïe, mais à un moment donné, cela se termina par son mari, découpant joyeusement la robe de la jeune fille en lambeaux, ce qui était clairement plus qu'un signal d'alarme. À mesure que la grossesse de Catherine avançait, l'attention de son mari envers Élisabeth devenait de plus en plus inappropriée, jusqu'à ce que la situation explose enfin. En mai 1548, la tension culmina lorsque Catherine trouva Thomas et Élisabeth dans une étreinte. Ce qui s'est passé exactement reste ambigu. Mais cela se termina assurément par l'envoi d'Élisabeth loin de la maison de sa belle-mère préférée. Elle fut peut-être envoyée au loin pour sa propre protection, pour l'écarter comme une tierce personne dans le bonheur domestique tant attendu de Catherine,
ou pour préserver la réputation de chacun, ou une combinaison des trois. Quoi qu'il en soit, alors qu'elles avaient été incroyablement proches, Catherine et Élisabeth ne se revirent à jamais, ce qui est très triste quand on considère leur lien. Même après que Catherine eut donné naissance à son seul enfant, Mary Seymour, fin août 1548. Mais ce qui aurait dû être le jour le plus heureux de sa vie tourna rapidement au drame. Elle souffrit de complications postnatales et décéda seulement 8 jours plus tard, à l'âge de 36 ans. Malgré sa réputation de celle qui a survécu, Catherine ne survécut à Henri VIII que de moins de 2 ans. Son destin est d'autant plus triste quand on considère qu'elle échappa de justesse à la lame du bourreau. Voyez-vous, Catherine connaissait le sort des épouses qui l'avaient précédée, et elle savait qu'elle jouait un jeu dangereux avec Henri. Pour éviter sa colère, elle dut cacher un sombre secret. Elle était protestante, ce qui la mettait directement en opposition avec son mari. En 1546, le Lord chancelier, Thomas Wriothesley, et la faction catholique à la cour complotèrent pour la dénoncer comme hérétique. Cela impliquait de l'associer à Anne Askew, une évangéliste elle-même arrêtée pour hérésie, et dont Catherine était soupçonnée de partager les sympathies. Lors de son interrogatoire pour hérésie, Anne Askew devint la première femme enregistrée à être victime de persécutions à la Tour de Londres. Beaucoup soupçonnent que cela fut fait pour qu'Anne Askew dénonce Catherine et ses proches dames de compagnie comme protestantes. Quoi qu'il en soit, cela ne fonctionna pas, car Anne Askew fut brûlée, sans jamais impliquer la reine. Mais cela ne mit pas fin au danger pour Catherine. Je veux dire, des désaccords conjugaux ne devraient pas mener à une arrestation. Mais c'est exactement ce qui arriva. En 1546, les soupçons d'Henri concernant les croyances radicales de Catherine furent attisés par une dispute religieuse entre eux. Apparemment convaincu de son hérésie, Henri signa un mandat d'arrêt contre sa 6e épouse. Alors que le mandat d'arrestation de Catherine était rédigé en 1546, les rumeurs enflaient que l'œil errant d'Henri avait ressurgi. Plus scandaleusement encore, la prétendue autre femme était Catherine Brandon, la veuve du défunt meilleur ami d'Henri, qui était aussi la bonne amie et dame de compagnie de Catherine. Néanmoins, les chuchotements n'aboutirent à rien. On s'accorde généralement à dire qu'à ce stade, l'apathie sexuelle d'Henri était peut-être trop éprouvée par la vie pour qu'il trompe. Alors, pourquoi Henri VIII n'est-il pas entré dans l'histoire comme le roi qui exécuta la moitié de ses épouses? Eh bien, Catherine eut beaucoup de chance. D'une manière ou d'une autre, le mandat pour son arrestation se retrouva commodément devant sa porte. Peut-être fut-il placé là par un allié. Cela signifiait que la reine reçut un avertissement salvateur que ses prédécesseurs condamnés, comme Anne Boleyn et Catherine Howard, n'avaient pas eu, et avec la nouvelle de son arrestation imminente, Catherine échafauda un plan. Elle parvint à se défendre de la rage d'Henri avec les armes ultimes, une complète auto-abaissement et une capitulation à son ego. La prochaine fois qu'Henri parla de religion avec elle, Catherine prétendit qu'elle ne discutait avec lui que pour le distraire de ses blessures purulentes à la jambe. Elle aspirait aussi à sa sagesse. Après tout, Catherine était, selon ses propres mots, une simple femme avec toutes les imperfections naturelles à la faiblesse de mon sexe. Malgré son éducation rigoureuse et sa carrière d'écrivaine, Catherine n'aurait jamais osé prétendre en savoir plus sur la religion que son mari. Et il y crut. Après tout, se relancer dans la scène des rencontres, surtout dans son état de santé actuel, aurait pu être un peu trop. Malgré son pardon, Henri n'eut ni le temps ni la volonté d'annuler son arrestation. Le lord chancelier et les gardes vinrent exécuter le mandat contre Catherine, alors qu'elle se trouvait devant le roi lui-même. Et Henri, furieux, leur ordonna de s'éloigner, sauvant ainsi la vie de Catherine. Après la mort du roi,
Catherine se sentit enfin assez en sécurité pour se déclarer pleinement protestante. Cela est évident dans son dernier livre de 1547, Lamentation d'une pécheresse, où elle plaide pour la doctrine alors radicale du salut par la foi seule. De telles croyances allaient totalement à l'encontre de la doctrine de l'Église catholique. Et plus fatalement de son dernier mari, Henri VIII. Mais soyons honnêtes, attendre la mort d'Henri pour exprimer pleinement ses croyances est tout à fait compréhensible, compte tenu de ce qui arriva aux épouses qui l'avaient précédé. Merci d'avoir regardé History Exposed. Si vous aimez découvrir les meilleures histoires de l'histoire, aimez et abonnez-vous pour continuer à explorer avec nous. N'oubliez pas de visiter notre page principale, Factornay, pour plus de faits incroyables sur tout.